Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition, qui est un épisode assez particulier. Alors tous les épisodes sont uniques, mais celui-ci encore plus que les autres. Tout d'abord parce que j'ai le plaisir de recevoir non pas un, mais deux entrepreneurs aujourd'hui, et qu'en plus on se voit de visu parce que ces deux entrepreneurs sont en train de faire un tour de France de leurs clients pour référencer leurs nouveaux produits. Donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Nadir Tayash et Abderrahmane Nourebad, qui sont tous les deux les cofondateurs de Nahali. Nahali qui est une nouvelle marque de compléments alimentaires sous forme de gummies anti-stress. Nadir et Abderrahmane vont nous en dire un peu plus tout de suite. Bonjour Nadir, bonjour Abderrahmane. Bonjour. Bienvenue du coup chez Nutrikeo, puisqu'on vous reçoit dans nos locaux au cours de votre Tour de France. Donc on a la chance d'avoir la Nahali mobile qui est garée sur le parking aujourd'hui. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire un tour de votre expérience entrepreneuriale qui est encore assez récente, à la fois vous en tant qu'entrepreneur, mais également votre entreprise et votre marque Nahali. Donc tout d'abord pour commencer, j'aimerais que vous puissiez vous présenter et nous dire qui vous êtes. Merci en tout cas pour l'invitation, c'est un plaisir de vous rencontrer dans vos locaux. On a tellement échangé depuis des années maintenant, on vous voit en visu et dans vos beaux locaux. Pour me présenter, moi je m'appelle Nadir, je suis le cofondateur de Nahali. Nahali, c'est une marque de bien-être à base de safran, on est les précurseurs dans ce qu'on appelle la safranothérapie. Et aujourd'hui on fait un tour de France afin de couvrir la safranothérapie au plus grand nombre, mais surtout c'est un tour de France des pharmacies et que je fais en compagnie de mon ami et le cofondateur de Nahali qui va d'ailleurs se... Merci Grégory également pour l'opportunité. Donc moi c'est Abderrahmane, donc j'habite à Lyon, 31 ans. J'ai une formation d'ingénieur en qualité et méthode, amoureux d'entrepreneuriat et Nadir c'est un ami de longue date, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît et très content de participer à cette aventure avec lui et avec vous du coup dans ce Tour de France. Donc en fait, vous vous connaissiez déjà il y a pas mal de temps avant de décider de créer une entreprise. Ça a été quoi le déclencheur qui a fait que vous vous êtes dit à un moment donné tous les deux, on va créer une boîte et cette boîte ce sera Nahali? Nous on s'est connus sur les bancs de la fac il y a plus de 10 ans. À Grenoble pour être précis, on était dans la même école d'ingénieurs. Et on était amoureux d'entrepreneuriat depuis, même étudiant, on était déjà amoureux d'entrepreneuriat. Par contre, on ne savait pas dans quoi on allait se lancer. On a continué nos études, on ne s'est pas perdu de vue. On a chacun travaillé dans des domaines différents. Abderrahmane était en Norvège, notamment il travaillait dans l'industrie du câble. Moi, je travaillais chez Amazon, donc le géant du e-commerce. Et à un moment donné, on s'est dit, Eureka, on a tous gravi un peu dans l'échelle dans nos sociétés respectives avec une expertise particulière. Et notre expertise est devenue celle de l'e-commerce. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pouvait faire dans l'e-commerce ? On aimerait bien en fait apporter une pierre à l'édifice dans le fait de construire un monde meilleur, et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le safran, parce que Abderrahmane il va le raconter, mais il est d'origine afghane et ça a son importance. D'accord, parce que le safran vient d'Afghanistan entre autres. Donc c'est quoi la genèse de cette idée du safran alors ? En réalité, comme il a dit Nadir, nous ça fait des années qu'on se dit ok, comment on va apporter notre pierre à l'édifice, comment on va pouvoir faire de l'entrepreneuriat, mais pas seulement de l'entrepreneuriat à impact. Un entrepreneuriat qui impacte autour de nous et qui en soi est une raison de vivre et une raison de se lever tous les matins et de travailler. 2007-2009, c'était assez triste. Et 2012, quand une personne de ma famille m'a parlé du safran, il y a eu cette étincelle dans ses yeux et j'ai vu qu'il y avait une fierté, il y avait quelque chose sur lequel ce peuple qui a tant souffert a pu se raccrocher. Et je me souviens en avoir discuté avec Nadir en 2012-2013, mais bon, monter une boîte, c'est vrai que c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Donc on s'est laissé le temps d'évoluer, d'apprendre dans les grands groupes, les process, la manière de travailler. Et finalement, ce moment, il est arrivé en 2018. D'accord, donc c'était quoi le déclic en 2018 ? Vous êtes passé à la création d'un produit carrément ? Tout à fait. Avant 2018, ce qui s'est passé en fait concrètement en 2018, on a eu l'opportunité d'intégrer un incubateur à start-up sur Lyon afin de construire une offre, comprendre un peu les codes de start-up. On est ingénieur de formation, Abder et moi, mais on n'a pas fait d'école de commerce, donc tout ce qui est business model, business plan, projection, etc. On n'avait pas forcément l'habitude de le faire et on a intégré un incubateur à start-up et on s'est dit c'est le moment
de discuter, de faire une étude de marché sur le safran, comprendre ce que c'est un bon safran d'un mauvais safran, comprendre comment on le sait. Et à ce moment-là, en fait, on s'est lancé dans cette aventure-là. Donc au début, vous aviez l'idée de créer une entreprise autour du safran, mais vous ne saviez pas encore sous quelle forme, c'est ça? Exactement. En fait, on s'est dit, notre idée, c'est d'aider les safraniers dans leur quotidien en Afghanistan parce qu'ils ont un vrai savoir-faire. Mmh. Le safran afghan, il a été primé par l'ITQI à Bruxelles, meilleur safran du monde. On s'est dit, ils ont un vrai savoir-faire. Et nous, notre savoir-faire de e-commerçant, c'est de mettre en valeur un produit sur le marché, sur le web. Et donc, on s'est dit, on apporte cette expertise. Donc, notre premier objectif, c'était de sourcer un safran de qualité, tisser des liens très forts avec des agriculteurs et développer un impact sur place. Une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, on va commencer à le distribuer tel quel. Mais on s'est très vite rendu compte que, en fait, il y a des vertus sur le safran thérapeutiques qui sont bien plus importantes que l'utilisation dans la cuisine pour sublimer des plats. Et c'est à ce moment-là qu'on est parti justement dans cette aventure entrepreneuriale de se dire, redonnons ces lettres de noblesse au safran en montrant plutôt ses vertus thérapeutiques que culinaires. De toute façon, on l'utilise dans la cuisine, mais très peu en France. On est français, on est né en France. Et le marché va être très compliqué à attaquer dans le segment de la restauration. Et c'est comme ça qu'on a bifurqué dans la Nutra. D'accord, donc les vertus, pour préciser, c'est des vertus anti-stress, anti-déprime, c'est ça? Tout à fait, oui. Anti-stress, donc lié à la régulation d'émotions, donc l'anxiété, l'humeur. Il y a aussi le sommeil, c'est intimement lié. De toute façon, une personne stressée s'endort très mal ou très peu. Concernant les syndromes prémenstruels aussi et la santé sexuelle. Donc ça, c'est les allégations sur le safran. Mais il y a aussi d'autres allégations concernant notamment la beauté. C'est un anti-âge. Il est utilisé. On sait que le safran, il est utilisé depuis des millénaires, en tout cas en Orient, très peu en Occident. On l'utilise pour la beauté. On disait que Cléopâtre, elle prenait des bains de lait, mais elle prenait aussi des bains de safran. Ou Alexandre le Grand, pour soigner ses blessures de guerre, prenait des bains de safran. Et on a trouvé ça très beau. Et on s'est dit, on veut faire un pont entre ces deux civilisations, civilisation afghane qui a connu des décennies de guerre et qui n'arrive pas à s'en sortir, et une civilisation ici européenne qui, aujourd'hui surtout avec le Covid, donc ont des troubles de santé mentale quant à leur situation précaire suite au Covid. En fait, c'est un vrai problème de santé publique aujourd'hui, la dépression, etc. Donc le safran permet de faire le pont en fait entre ces deux civilisations qui ont des problématiques différentes, mais auxquelles l'épice du safran répond. Bien sûr. Donc nous, quand on a commencé à sourcer nos fournisseurs en Afghanistan, on avait 2 critères. Le premier critère, c'était la qualité du safran. On prenait que la meilleure qualité. Donc on recevait des échantillons, on les faisait tester et on regardait quel échantillon avait les taux les plus élevés de safranal, de crocine, de picrocrocine. Donc c'était un des critères. Et le deuxième critère, c'était que le fermier soit dans une démarche éthique et soit prêt à nous accompagner dans une démarche de changement. Donc à partir de là, avec ces 2 critères, on a réussi à trouver 3 partenaires. Le premier partenaire, c'est une ferme familiale. C'est le fils qui a récupéré la ferme de son père. Donc son père était en Iran pendant le conflit avec les soviétiques. Il a appris à récolter le safran. Ouais, parce que l'Iran est aussi un pays producteur de safran. Exactement. Et donc quand il est arrivé dans la région de Herat, il a planté ses safranières et c'est son fils qui a récupéré. Donc c'est vraiment un lien qu'on a très proche avec eux. La deuxième safranière, le partenaire que l'on a, c'est une femme safranière qui a lancé sa propre safranière et qui fait travailler des femmes. Et donc nous, en guise de soutien, on a décidé de travailler avec elle et de lui prendre une partie de son safran. Et le troisième partenaire, c'est un partenaire qui est plus grand pour sécuriser au cas où les 2 premiers aient des difficultés d'approvisionnement. Et donc la réalité, c'est de se dire on veut apporter quelque chose, on veut apporter un impact. D'accord, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le safran que vous utilisez, il est essentiellement cultivé, ramassé, récolté par des femmes, c'est ça? Exactement. Ok. Et j'imagine que vous avez aussi défini des prix d'achat, etc., qui sont rémunérateurs au prix juste pour toutes ces communautés? C'est impressionnant de voir l'effort qui est fait pour aller cueillir le safran. Par exemple, nous au Maroc, on a une des safranières avec lesquelles on travaille qui a ses fermières qui mettaient 2h30 pour venir à la safranière chaque matin. 2h30 aller, 2h30 retour, à pied. Et en réalité, on s'est rendu compte que c'était simple pour nous de mettre en place une navette qui allait récupérer les fermières et le trajet de 2h30, elle le faisait en 30 minutes. Donc ça, c'est des choses qui sont simples, mais c'est des choses qui ont un impact. Oui, puis c'est de l'impact concret qui est palpable au quotidien pour les populations locales. Donc, d'accord. Donc, si on avance un peu dans la création de la marque et de la gamme, donc vous avez créé la société Camiab, c'est ça? En fait, on a eu plusieurs pivots. Le premier pivot,
de se dire, ok, on a sourcé le meilleur safran du monde, on a mis une charte en place, on travaille main dans la main avec des safraniers et on essaie d'améliorer leur quotidien. Et on a commencé cette aventure avec le safran afghan. Et au fur et à mesure, surtout l'année dernière, avec le conflit qu'il y a eu et la prise talibane du pays, bien sûr, quand on est ingénieur, in fine, on commence un projet en faisant une matrice de risque. On a travaillé avec le cabinet Deloitte et le premier risque qui apparaissait, forcément, c'est le conflit géopolitique. Comment on fait si le pays vit un lockout? Comment on fait pour s'approvisionner en safran? Donc il fallait ouvrir d'autres safranières avec la même démarche. Et donc c'est pour ça qu'il parlait du Maroc, Abderrahmane, juste avant. C'est qu'on a ouvert des safranières au Maroc avec la même démarche d'impact, de comprendre quelles étaient leurs problématiques profondes afin d'être sûr d'y répondre et d'avancer main dans la main vers le meilleur produit possible et surtout l'amélioration de leur qualité de vie au quotidien. Et une fois qu'on a mis ça en place, on s'est dit, ok, les safraniers à travers le monde cultivent le safran dans des hauts plateaux, dans des zones assez reculées. Ils ont des problématiques communes au quotidien. Donc en fait, Camiab, c'est plus que le safran afghan, mais en fait c'est d'aider les safraniers à travers le monde à cultiver ce safran, qui est un art ancestral, qui ne peut pas être automatisé, etc. Donc c'était le premier pivot, de passer exclusivement du safran afghan à au final de faire découvrir le safran du monde entier. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est Afghanistan, Maroc, peut-être d'autres pays encore? Peut-être d'autres pays, okay. Exactement. Ça, c'était le premier pivot. Le deuxième pivot, on avait fait une grosse étude en disant, sur le terrain, toujours d'aller proche des consommateurs de compléments alimentaires afin de comprendre quels sont leurs pains, pourquoi ils consomment des compléments alimentaires. On en a interviewé énormément avec Abderrahmane, et quel qu'il soit, de n'importe quel complément alimentaire. Et le constat était clair, c'était l'observance. Quand je prends un complément alimentaire, j'ai l'impression de prendre un médicament, la boîte est médicamenteuse, les gélules, j'ai du mal à les avaler, etc. etc. Donc à ce moment-là, on s'est dit, mais quelles sont les formes galéniques qui peuvent être intéressantes pour associer le safran, qui est une épice belle, sans la dénaturer. Et donc, on s'est dit, en 2018-2019, on va créer une marque de gummies, en exploitant les bienfaits du safran à travers une marque de gummies. Et puis, c'était un beau projet, on était extrêmement contents. Et à un moment donné, comité stratégique qui arrive, et puis on participe à énormément de concours de la BPI, on est lauréat French Tech, et lors d'un de ces événements, on a rencontré une personne qui était DAF pour une société que je tairai. Elle nous a dit, vous avez un très beau projet, vous êtes très bien entouré, vous avez les têtes bien faites, mais c'est ça que vous visez comme chiffre d'affaires? Vous voulez révolutionner le monde avec des gummies au safran, etc. Vous avez un beau projet, un beau sourcing, etc. Donc je la regarde droit dans les yeux, je lui dis oui. Elle me dit, mais vous savez que la pizzeria en face de chez moi à Paris, elle fait ça comme chiffre d'affaires. Et en fait, elle me disait, mais sortez de la marque. Des sociétés de gummies sont nichées, vous allez peut-être faire 10, 15 millions d'euros, et c'est ce que je vous souhaite, et je pense que vous allez les faire. Mais sortez de cette niche-là, c'est un peu le principe de l'océan rouge, océan bleu. Sortez de la marque, sortez de cet océan rouge où il y a une guerre des prix et allez développer votre concept. Et le dernier pivot que nous avons fait, c'est de se dire, on n'est pas une marque de gummies. On aimerait être, ou on est les précurseurs de la safranothérapie. On veut promouvoir le safran, les bienfaits du safran, qui sont connus à travers le monde, très peu en Occident, et on va les ramener ici, et on va faire une très très belle marque qui s'appelle Nali. Et ça, c'est notre marque. Premier produit, oui, certes, c'est un gummies, parce que c'est une forme intéressante, par rapport au stress notamment. Et en plus de cela, on est content parce qu'on a travaillé longtemps sur ce gummies. C'est un gummies qui a été fait à basse température, donc ça permet de... Ça n'abîme pas les actifs. Exactement. À 40 degrés, alors que la plupart des gummies, il y a des montées en température. C'est une pâte de fruits, donc forcément, on est obligé d'avoir plusieurs montées en température qui dépassent 100 degrés. Mais on a fait le choix, dans la sortie des prochains produits, de ne pas avoir cette forme galénique pour ne pas être enfermé comme une marque de gummies. Parce qu'on ne l'est pas et on ne veut pas l'être. Alors, on viendra peut-être à cette forme un jour. Oui, mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, cette galénique, elle permet d'adresser cette problématique du consommateur qui est le côté médical qu'on n'aime pas forcément. Donc, c'est une très bonne idée. Alors, j'aime bien l'idée de safranothérapie. Vous pouvez nous en dire un peu plus, surtout sur les produits qui sont dans le pipeline d'innovation. Des comprimés, des gélules, peut-être même des aliments, peut-être même de la cosmétique ou peut-être même des spas sur le même modèle que Caudalie avec la vinothérapie, si on va jusqu'au bout de la réflexion. La notion de safranothérapie, nous on l'a construite autour des 5 sens. On a voulu se dire que le safran c'est une épice qui est noble et qui d'ailleurs a un effet sur les 5 sens du corps humain. Donc le premier sens qui revient quand on parle du safran, c'est d'abord le goût. Donc pour nous c'est très important d'avoir des bons produits qui sont bons à consommer, des produits qui ont un bon goût, sur lesquels on travaille le goût.
D'ailleurs, la première référence, la gummies, là, elle est vraiment excellente. Enfin, il y a le petit goût de safran, mais en plus, il y a une aromatisation mangue. Ouais, voilà, qui est très bonne. Et ça a été suite au conseil d'une chef pâtissière qui a fait l'Institut Paul Bocuse, qui a marié directement le safran à la mangue quand on lui a demandé de nous faire un dessert. Elle nous a fait une glace mangue safran. Et en fait, le but, c'est de toujours avoir de bons produits. La deuxième chose, c'est au niveau du toucher. Avoir des produits qui sont agréables à prendre. Des boîtes qui soient agréables à prendre. On essaie de sortir des codes un peu où on peut sentir qu'il y a un peu des tensions et essayer de proposer des belles choses à toucher. Et là aussi, c'est très réussi parce que votre boîte, elle est complètement inédite sur le marché du complément alimentaire. C'est une espèce de cube assez soyeux, etc., qui est très joli. Ouais. Et visuellement, on essaie de sortir des codes. Donc, proposer des produits qui soient nouveaux. Donc ça, c'est le troisième, c'est la vue. Au niveau de l'odorat, essayer de proposer des choses, comme vous avez dit, des huiles essentielles, des parfums. En fait, ça nous ouvre un champ des possibles qui est très grand autour du safran. Le principal canal de distribution de nos produits, c'est notre site internet, notre e-commerce. On s'est concentré là-dessus pour lancer notre monoproduit. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec un monoproduit, on a su, dès le démarrage, presque un peu plus que doubler, par exemple, le panier moyen, en passant d'un panier moyen de 30 à plus de 65 € sur notre site web. Donc ça veut dire que nos clients prennent d'abord une boîte et puis ensuite rachètent par 2 ou par 3. C'est que le produit fonctionne. On a un taux de récurrence qui dépasse les 30% sur notre site web, alors qu'on est en acquisition constante de nouveaux clients. Depuis le début, depuis le lancement. Taux de récurrence, ça veut dire le nombre de consommateurs qui réachètent des produits après un premier achat. Exactement. Okay. On a plus de 3500 clients sur notre site web en 9 mois, donc c'est excellent, on est vraiment content. Mais ce qui est important aussi, c'est que c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, parce qu'on commence à peine à faire un tour de France pour faire découvrir nos produits en pharmacie. Après 4 jours, on est dans un peu plus de 40 pharmacies. D'accord. Donc à peu près 10 par jour avec Abderrahmane dans ce Tour de France qu'on a entrepris il y a 4 jours. Alors justement, tu peux nous en dire un peu plus sur le Tour de France parce que c'est une initiative hyper intéressante. Là, pour le coup, on est vraiment sur le terrain, on ne peut pas être plus sur le terrain. Et c'est vraiment les fondateurs en plus qui sont au volant du minibus, donc c'est d'autant plus intéressant. Exactement. Et on est chez vous en plus pour le Tour de France. Ouais, c'est chouette. En fait, ce qu'on s'est dit après des années de développement, donc de sourcing, d'être sûr que notre supply soit efficace, propre. Après des années de développement aussi du gummies, être sûr d'avoir un gummies efficace aussi et qu'il soit différenciant, disruptif sur le marché. On s'est dit maintenant il faut accélérer les ventes. Il faut le monde du complément alimentaire nécessite une rapidité d'exécution. Et on s'est dit quelle est la manière d'avoir cette rapidité de awareness qu'on peut aller chercher rapidement et puis même d'insertion sur le marché quand on est une société qui n'a pas levé 17 millions d'euros. Avec Abderrahmane, on s'est dit cet été c'est parti, juillet, et on va partir sur les routes avec ensemble entre cofondateurs, avec le nom de code, le qui sort s'en sort. C'est vraiment notre nom de code, c'est qui sort s'en sort. Pour s'en sortir, il faut sortir, faire découvrir nos produits parce qu'on est fiers de nos produits. On sait que les pharmacies sont regroupées en groupements, on sait qu'il y a des manières d'accélérer, mais on avait vraiment voulu aller sur le terrain, apprendre aux côtés des pharmaciens, prendre des objections, prendre des portes, comprendre quelles sont les problématiques des pharmaciens au quotidien, afin de nous, déjà d'améliorer nos produits, de connaître un peu mieux nos clients, parce que nous on est experts en B2C, là aujourd'hui on fait du B2B2C, donc c'est un nouveau client pour nous, et donc il faut apprendre. Aussi bien comme on a su apprendre quelles sont les problématiques des consommateurs finaux ou des agriculteurs, il faut apprendre quelles sont les problématiques du pharmacien. Ce Tour de France nous permet vraiment de faire ça. Et par exemple, qu'est-ce que vous avez appris au cours de cette semaine que vous allez activer comme amélioration de votre gamme ou comme idée de nouveaux produits ou d'actions ? La première chose, on comprend la difficulté d'être commercial. Oui. Parce que c'est vrai que c'est un travail, c'est des méthodes et c'est un état d'esprit. Et c'est un savoir-faire qui est particulier, donc je pense que c'est important que chacun ait son travail, et nous au final ça nous a permis de le voir. Après, ce qui est super intéressant, c'est de capter les émotions des pharmaciens, et c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui se transmettent dans le regard, et quand tu présentes ta marque et que tu vois qu'il y a un matching avec le pharmacien, lui qui a l'habitude de voir tant de produits qui lui sont proposés, tu dis là je touche quelque chose, et c'est cette énergie dont on a besoin. Et c'est cette énergie qui nous donne de la force de nous dire ok, là on tient quelque chose. Une personne qui voit plus d'une vingtaine de commerciales par semaine et qui a cette lueur dans le regard, c'est que tu tiens quelque chose. Et après, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que dans Qui sort s'en sort, ce qu'on aimerait aussi, c'est montrer à tous les entrepreneurs qu'en réalité, c'est toi qui es maître de ton projet. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que tu passes beaucoup de temps dans la théorie, mais la pratique, elle est à portée de main et elle est à portée de moyens également. Nous, on a fait avec les moyens qu'on a.
On a pris le Vito de mon papa, on l'a floqué. C'est très basique, mais au final, Ça marche. Et aujourd'hui, on est à Bordeaux, on est dans plus de 40 points de vente, on a rencontré plus d'une centaine de pharmacies. Et en fait, la vraie question, c'est que chaque entrepreneur, il doit se poser, c'est moi, qu'est-ce que je peux faire maintenant tout de suite? Je pense que c'est très inspirant et que ça peut donner beaucoup d'idées à beaucoup d'entrepreneurs qui justement restent probablement trop enfermés dans leur bureau à théoriser, à faire des tableaux Excel et des PowerPoint. Et au final, il n'y a rien de mieux que l'approche terrain. Et en plus, ce que je trouve intéressant dans votre Tour de France, c'est que c'est une action commerciale, bien évidemment, à court et à moyen terme, mais c'est une action de communication aussi parce que vous documentez énormément sur les réseaux sociaux. J'ai vu, vous faites des vidéos sur LinkedIn, peut-être sur vos réseaux B2C, je ne sais pas. Oui. D'accord, donc c'est quoi la résonance que vous avez, le retour de vos communautés sur la communication que vous avez faite cette semaine? Chaque réseau, chaque canal a une clientèle ou une Bien cible sûr. différente. Sur LinkedIn, ça va être plutôt pour du professionnel forcément, donc ça va être un contenu particulier. En tout cas, les retours que l'on a depuis le début sur notre communication, ils sont juste incroyables. On ne pensait pas avoir autant de retours. Par exemple, un exemple très simple, avant de partir pendant ce Tour de France, on a envoyé un email à tous nos clients et s'ils pouvaient nous écrire un email et s'ils voulaient nous voir référencés dans une pharmacie particulière et s'ils pouvaient nous donner un commentaire. On ne pensait pas recevoir autant d'emails que ça. On a reçu énormément d'emails en nous disant je veux que vous soyez dans cette pharmacie. Votre produit m'appelle, je ne peux plus m'en passer. Et surtout, c'est un commentaire qui nous a vraiment surpris, c'était vous avez changé ma vie. En fait, on s'est regardé avec Abderrahmane, on s'est dit mais tu te rends compte qu'aujourd'hui on change des vies mais moi, je voulais changer des vies à travers l'impact du safran, mais en fait, on change aussi des vies ici. Bien sûr. Et ça a donné encore plus de sens à ce Tour de France et plus d'impact auprès des pharmaciens. Donc cette communication qu'on fait au quotidien, c'est pour la communauté, c'est vrai, mais c'est aussi pour nous parce que on transmet aussi nos forces et nos faiblesses. Quand j'ai passé une journée de prospection où j'ai eu beaucoup de pharmaciens aigris parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils avaient leurs raisons, forcément, on va toujours leur trouver une excuse, et qu'au bête bonjour, ils t'arrêtent, c'est compliqué. Je suis un être humain, je suis un entrepreneur, certes, et puis je me filme face caméra, et je dis, c'était compliqué aujourd'hui. Franchement, j'ai transpiré. Pour avoir 10 pharmacies, j'ai vraiment transpiré, c'est pas rien. Mais on l'a fait, et le lendemain, ça sera un nouveau jour. Il ne faut pas s'arrêter à 4, 5, 10, 20 portes. Une journée dans laquelle on a prospecté, on a dû voir peut-être 50 pharmacies, on n'a rien fait du tout. Mais il faut persévérer. Et je pense que c'est la force de l'entrepreneur. Bien sûr. Et je pense que cette initiative, j'espère que vous aurez l'occasion de la reproduire. Elle a déjà été faite par d'autres entrepreneurs dans d'autres secteurs d'activité. J'ai vu des start-upers qui l'ont fait dans le food, dans la cosmétique. Oui, mais Michel et Augustin ont été les premiers à faire des actions comme ça, très terrain, et à faire du porte-à-porte. Quels sont les entrepreneurs qui vous ont inspiré sur ce tour ou même sur d'autres actions? En fait, on n'a pas regardé ce qui avait déjà été fait, ce qui a été fait autour de nous avant de faire ce Tour de France. Franchement, on s'est vraiment dit, ok, cette année, elle était compliquée pour nous. Il y a eu beaucoup d'événements dans notre soit familial, personnel, ou que ce soit... Voilà, Abderrahmane, il vient d'avoir un enfant, j'ai eu une deuxième enfant aussi, j'ai eu une deuxième fille. J'ai eu des événements un peu tragiques dans la famille, puis on a lancé notre produit, et puis on développe encore 5 nouveaux produits, énormément de choses. Et à un moment donné, en fait, on a fait un step back, on s'est dit, il faut s'en sortir là. Peut-être qu'on va être à court de trésor en 2023. Si on n'accélère pas les ventes, on a des beaux produits, on a du stock. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut sortir, mais on n'a même pas regardé de modèle en fait qui existait. On s'est mis avec Abderrahmane devant Google Maps, quelles sont les villes où on veut aller, on y va, on n'a même pas regardé les distances, on commençait à calculer, on a fait notre plan. Et franchement, en un mois et demi à peine, tout s'est fait en fait. Mais c'est qu'après, on a eu, mais c'est vrai, Michel Augustin, on fait ça, et puis récemment aussi, un ami entrepreneur, Papépi, a fait ça aussi l'été. Voilà, je pensais à eux en fait, ils ont fait la tournée des stations d'autoroute, des aires d'autoroute. Et voilà, c'est ça. Avec Total. Ouais. On est en contact avec eux, je les salue d'ailleurs. Ouais. On va les rencontrer aussi sur Paris. Parce qu'ils sont de Lyon aussi, non? Alors, à la base, oui et non. Là, ils sont. Ou Grenoble. Exactement. Oui. Enfin, Savoie même. Savoie. Et donc aujourd'hui, ils sont entre Paris et Lille. On va les rencontrer sur Paris. C'est un ami, Abed, et son épouse Fatia. D'accord. Et effectivement, franchement, on s'est dit, il l'a fait. Mais on n'a pas vraiment réfléchi ou dupliqué ce concept-là. Bien sûr. Mais c'est inspirant, des entrepreneurs qui se disent tous les jours, je vais aller faire ci, j'ai de l'audace. Et pourquoi avoir peur en fait? Pourquoi avoir peur d'aller te confronter à ton marché? Si tu as peur, n'entreprends pas en fait. Alors justement, on va approfondir cette notion d'entrepreneuriat et d'appréhension du risque.
J'avais une question tout d'abord, parce que tu l'as abordé rapidement, c'est l'équilibre entre vie personnelle, vie professionnelle. Donc apparemment, vous avez aussi une vie personnelle qui est très occupée par tout un tas d'événements. Comment vous faites pour équilibrer ça, vous, en tant qu'entrepreneur? Nous, on s'est mis des routines, très rapidement. Mm. Parce que c'est vrai que c'est assez intense d'un point de vue stress. Mm. Et c'est très important de savoir le gérer, en fait. Et que ce stress, il n'influe pas et il rentre pas dans le cocon familial. Mm. Et c'est mis une routine, pas d'appel après 19h. Nadir et moi, on s'appelle pas après 19h. On s'appelle qu'en cas d'urgence. Par exemple, si je sais qu'il m'appelle à 21h, je sais que c'est quelque chose de privé. Il faut vraiment réussir à bien couper. Et donc, nous, voilà, c'est notre politique, pas d'email, pas d'appel. Et vous arrivez à vous tenir à cette règle? De toute façon, il n'y a pas le choix. De toute façon, moi, Nadir, il répond pas et moi, je réponds pas. D'accord. On coupe la discussion. On a pris très rapidement ça. Et au-delà des appels téléphoniques, est-ce que vous consultez vos mails ou consultez vos réseaux sociaux le soir et le week-end? On essaye de pas le faire. Moi, en tout cas, j'ai du mal un peu plus qu'Abderrahman à décrocher. Je décroche. Cet été, par exemple, c'est la première fois qu'on a coupé pendant plus de 3 semaines. On s'est dit aujourd'hui, il faut couper 3 semaines. Parce qu'on savait qu'il y avait le tour, parce qu'on savait qu'on avait une grosse année qui allait être encore plus chargée que les 2 précédentes. C'est important. C'est extrêmement important. Et ben, cette rentrée, ces vacances-là nous ont permis justement de faire ce Tour de France. Sans cela, je pense pas qu'on aurait pu. Mais de mon côté, de toute façon, on se dit qu'on essaye d'avoir un peu ce qu'on appelle du quality time. J'ai eu des temps de qualité au travail où j'ai pu gérer quelques problématiques et les régler. Je rentre chez moi, je m'occupe de mes enfants, je passe du temps de qualité avec eux parce que je veux les voir grandir et c'est l'une des raisons aussi qui m'ont poussé à entreprendre. Je travaillais chez Amazon, c'était une très bonne école. Par contre, le stress était omniprésent, énormément de responsabilités, des horaires à non plus énorme. Enfin, je passais plus de temps, je vais dire, au travail que chez moi. Et c'était justement, j'ai eu la première naissance de ma fille quand j'étais chez Amazon. Et ma fille était constamment collée à sa maman. Et quand il y a eu le Covid et que donc du coup j'ai dû rester un peu plus à la maison, j'ai appris à redécouvrir ma fille. Et à ce moment-là, ça m'a vraiment fait quelque chose. Et donc on s'oblige de le faire. Et moi, de toute façon, ça me fait plaisir de passer du temps avec mon épouse et mes enfants en rentrant le soir. Par rapport à ça, juste pour dire qu'au final, je pense qu'on en est conscient tous les deux, notre réussite, c'est une réussite qui est familiale. Enfin, la réussite d'un entrepreneur, il peut pas subir toute cette pression seul. Et en fait, il faut qu'il se repose sur des personnes, sur des amis, sur nos femmes, nos épouses, bref. En réalité, la réussite d'un entrepreneur, c'est la réussite de tout son entourage. Tout l'écosystème, bien sûr, qui est autour. Donc, un gros bisou à nos femmes. Dédicace à mesdames. Est-ce que vous avez d'autres tips ou astuces anti-stress? Parce que je me suis dit, des entrepreneurs qui ont lancé un produit anti-stress, ils doivent être super calmes, ils doivent maîtriser parfaitement tout ça. C'est quoi vos autres tips? Je sais pas, est-ce que vous avez vous faites du sport? Est-ce que vous faites d'autres activités qui vous aident à contenir ce stress? Franchement, oui, on va dire que le stress est omniprésent, ça c'est clair pour un entrepreneur. Quels sont les tips que l'on fait? Déjà on ne garde jamais une frustration en période de rush. Et donc quand on a quelque chose à se le dire, on s'assoit à une table et on se parle droit dans les yeux. Parce que vous êtes 2 associés. Exactement. Voilà. On est même plus, on est 4 associés. D'accord, ok. Donc vous pouvez discuter. On discute et on laisse justement rien passer. On ne laisse pas la frustration monter parce que quand il y a du stress, ça peut encore plus vite dégénérer. Il y a des anecdotes qui sont très simples. Abderrahman n'appréciait pas certaines choses. Il s'est assis à côté de moi et m'a dit écoute, je préfère qu'on ne fasse plus ou qu'on ne fasse plus ça de cette manière. Et franchement, j'apprécie qu'ils me le disent de cette manière et moi je fais pareil. On ne laisse vraiment rien pour soi. Et je pense que c'est la clé, c'est un tips entrepreneurial. C'est si vous avez quelque chose en tête, bien sûr, il faut le faire avec les formes, faut attendre le bon moment, mais ne pas le laisser. Parce que quand vous êtes stressé, vous faites des choses que vous regrettez. Ouais, très bien. D'autres tips? Vous faites du sport tous les deux? Il y en a pas un de vous deux ou les deux qui font du rugby? Ouais, moi je fais du rugby. J'en ai fait longtemps. Là plus, mais lui, c'est un beau taekwondo. Moi, au niveau du tips, au-delà du sport, je pense que ce qui est important, surtout pour ceux qui sont associés, c'est important et ça je le souligne parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez dans le monde entrepreneurial, où c'est un monde qui est très centré vers l'ego, vers soi-même, alors qu'en réalité, la force d'une entreprise, c'est le groupe. Et en réalité, moi, j'ai des défauts et Nadir a des qualités, et en réalité, c'est dans cette complémentarité qu'est notre force. Et ça, c'est très important de le comprendre.
parce que tu prendras l'avis de ton associé ou de la personne qui t'entoure et tu le prendras d'une autre manière. Et des fois, on souhaite être le prochain Zuckerberg ou le prochain Elon Musk et on se braque et on n'écoute pas les autres avis. Alors qu'en réalité, si tu veux être moins stressé, eh ben partage avec les autres et cette charge que tu as sur tes épaules, si tu arrives à la partager avec l'ensemble du groupe, eh ben elle sera moins lourde sur tes épaules. Et donc c'est pour ça que nous, quand on prend des décisions, c'est pas la décision d'une seule personne, c'est la décision d'un groupe de cofondateurs qui se font confiance et qui décident de prendre cette direction-là. Et après, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis, le stress, il est sur toutes nos épaules. Au niveau de l'équipe, aujourd'hui, vous êtes 4 cofondateurs, c'est ça? Il y a d'autres personnes dans votre équipe? Il y a le docteur en pharmacie qui a intégré l'équipe très rapidement aussi. Donc 4 cofondateurs, un refondateur, on l'appelle. Et ensuite, on a aussi 4 personnes qui ont intégré l'équipe, donc au marketing, notamment sur les contenus TikTok. Je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. On a aussi des commerciaux qu'on vient juste d'intégrer il y a une dizaine de jours. D'accord, donc l'entreprise commence à se structurer. D'accord. Tout à fait. Ok. Et l'ambition, c'est d'être combien, par exemple, à la fin de l'année ou en 2023? Aujourd'hui, justement, on est vraiment concentré sur la sortie de nos produits et on espère avoir une forte accélération en 2023, donc avec une vraie structuration RH. On n'a pas encore le chiffre précis du recrutement, mais en tout cas, on veut aller, nous, en tant que dirigeants, on veut aller le plus loin que ce qu'on est capable de diriger. On nous a posé plusieurs questions, vous savez, dans l'univers de la startup, on dit toujours, ok, quel est votre exit? Question toujours qu'on nous pose, c'est quoi votre exit, dans combien de temps? Franchement, à cette question, je dis, mais comment vous pouvez me parler d'exit alors que je suis à the beginning? C'est compliqué de me dire ça. Et je suis encore à l'entrance. Exactement. Donc on n'est pas... Et ce que je réponds, c'est que je veux aller le plus loin possible jusqu'à ce que mes capacités de dirigeant s'arrêtent, où je me dis, il faut que je recrute quelqu'un de meilleur que moi. Et peut-être que ça peut être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. En tout cas, on va rester le plus longtemps possible. Et en taille, tu as une idée de ce que ça peut être, ce plus loin possible? C'est 10 personnes, 50 personnes, 5000 personnes? Au moins 500. Ah, quand même, donc il y a de l'ambition. On est vraiment ambitieux. En fait, on n'a pas honte d'annoncer des grands chiffres. Bien sûr. Parce que je me dis qu'on est ambitieux et qu'on n'a pas honte de l'être. Et anecdote très simple, quand on a commencé ce projet, on s'était dit qu'on avait besoin de 50 000 euros pour aller devenir les futurs Elon Musk. C'était complètement aberrant. 50 000 euros aujourd'hui d'investissement pour faire de la R&D, c'est extrêmement complexe. Et au final, 3 ans après, on n'aurait jamais pu penser avoir levé autant de fonds. On a levé presque 700 000 euros, avoir avancé autant, développer notre propre procédé d'extraction, embaucher des personnes. En fait, on avance et on évolue avec notre business, donc je ne peux pas vous dire où est-ce qu'on peut arriver. Mais en tout cas, j'aimerais aller le plus loin possible. Et chaque étape qu'on franchit, ça devient une expérience acquise et on en devient, in fine, des experts. Donc on gagne en expertise jour après jour. Ok. C'est cool. Là, tu parlais, c'est une question que je voulais te poser, c'était sur la partie financement. Ouais. Comment vous êtes financé jusqu'à maintenant? Donc apparemment une levée de fonds de 700 000. Exact. En fait, il y a eu plusieurs étapes dans la levée de fonds. La première, ça a été les proches d'entrée de jeu. La love money, comme on dit. La love money qui nous a suivis pendant longtemps. Et d'ailleurs, on leur remercie tous parce que sans eux, on n'aurait rien pu faire. On est entré en confinement en 2020. On avait prévu une semaine avant le confinement une réunion avec des investisseurs afin de leur pitcher. Et puis on est rentré en confinement. Imaginez-vous la déception. On a pitché pendant le confinement en visio. Et en fin de compte, on est arrivé à lever 250 000 euros auprès de la Love Money. Donc c'était notre premier cercle, le deuxième, amis d'amis, etc. Et ensuite, donc on a lancé les premiers développements, notamment le procédé d'extraction qui a coûté vraiment extrêmement cher. Et puis surtout sécuriser la matière première, etc. etc. Une fois qu'on a fait ça, on s'est rendu compte en fait qu'on avait besoin encore d'argent afin d'accélérer le développement de futurs produits, d'accélérer aussi le marketing, d'accélérer tout ce qu'il y a à faire afin de créer une marque digne de ce nom. Et donc on a relevé jusqu'à atteindre à peu près 700 000 euros aujourd'hui, subventions comprises. On a gagné quelques petits concours, mais c'est rédhibitoire par rapport à la levée de fonds qu'on a fait. Et sans institutionnel, encore une fois. Donc là, pour l'instant, vous avez levé auprès de Business Angel, auprès de... Pas du tout. Non ? Pas du tout. D'amis, on a vraiment étendu notre premier cercle, et ensuite le deuxième cercle et au troisième cercle. Et il n'y a que sur la dernière augmentation de capital, on a fait rentrer 4 Business Angels. D'accord. 4 Business Angels avec des petits tickets pour mettre le pied à l'étrier et surtout nous ouvrir leur réseau. D'accord.
Parce qu'ils sont dans l'écosystème, enfin ils connaissent, Exact. ils peuvent vous aider sur la distribution ou sur le marketing ou sur autre Exactement, chose. mais en tout Ok. cas, ils sont de bons conseils. Hmm. Donc, en outre de nous ouvrir le circuit de distribution, c'est surtout des conseils, c'est des dirigeants d'entreprise Hmm. qui sont extrêmement bienveillants. Hmm. C'était plutôt un lien d'affinité. Ça fait plus de 2 ans qu'on les connaît, qu'on les côtoie, et à la base, notre relation n'était pas basée sur un investissement potentiel de leur part. Ok. Ils sont dans le secteur de la Nutra? Il y en a un qui D'accord. dirige un laboratoire D'accord. et qui fait partie de notre comité C'est stratégique. Donc, secret? non, c'est officiel, il s'appelle Jean-Philippe Massardier. D'accord. C'est le patron de DTF Médical. Hmm. Donc, c'est un laboratoire stéphanois. Et puis les 3 autres ne sont pas dans le domaine. D'accord. Très bien. Une petite question aussi sur ces 5 nouveaux produits qui doivent sortir. Vous pouvez nous en dire plus déjà ou nous faire au moins un teasing sur ce que ça va être? En soi, on va développer, dans la safranothérapie, on va développer cette partie complément alimentaire. Mhm. Et cette partie complément alimentaire, c'est les bienfaits du safran sur la santé. Donc, c'est ce que Nadir a mentionné Ok. au début de l'émission. Donc, c'est surtout ce qui touche au syndrome prémenstruel. Donc, on a 2 beaux produits qui vont sortir à ce sujet-là. On souhaite faire également un produit sommeil parce que nos clients utilisent Sérénité pour mieux dormir. On s'est dit pourquoi pas développer un produit qui est Spécifique. Donc pour, avec du safran plus peut-être autre chose. ingrédient, pour faciliter voilà, cette allégation. Mhm. Et puis également, on aimerait pouvoir marier le safran avec d'autres ingrédients sous forme de poudre. Parce qu'on se rend compte que cette forme de poudre, elle est utilisable un peu partout. Et encore une fois, la safranothérapie, c'est pouvoir proposer cette approche holistique autour des 5 sens. On trouve que les poudres, le jeu de couleurs, le goût, c'est très proche de ce qu'on peut proposer. Mais ce ne sera pas des gummies. D'accord. D'autres galéniques alors. Proposer d'autres galéniques, faire découvrir de nouvelles choses. Très bien. Là, sur votre première expérience entrepreneuriale, donc qui remonte à, je dirais, 3 ans, vous avez créé l'entreprise. C'est quoi vos plus grosses gamelles? Enfin, gamelles au sens échec. Je pense qu'une de nos grosses gamelles, c'est de ne pas avoir eu assez confiance en nous. Et certaines fois, tu fais confiance à d'autres personnes et donc tu les mets sur une sorte de piédestal et tu es prêt à dépenser beaucoup d'argent, surtout quand tu as levé des fonds pour atteindre des objectifs que toi, en réalité, tu aurais pu atteindre pour beaucoup moins d'argent. Et donc c'est là, en fait, en tant qu'entrepreneur, de réussir à faire le travail de bascule et de se dire non, ça c'est vraiment, j'ai besoin d'investir parce que sinon je n'y arriverai pas tout seul. Il y a certaines choses, tu peux y arriver tout seul et tu peux le faire tout seul. Après, tu vois, là je pense au niveau du podcast, quand on a commencé à travailler avec vous, au niveau de Nutrikeo, on connaissait rien au monde du complément alimentaire. Et c'est vrai que quand tu l'as mentionné, comment on a commencé, on a commencé avec vous. Parce qu'en réalité, tu ne connais pas un marché, tu as besoin de t'approcher des experts dans ce domaine-là. Et nous, ça nous a beaucoup apporté de comprendre le marché, de parler avec des gens qui ont l'habitude de parler avec des personnes qui se lancent. Ça, c'est très important parce que certaines fois, certains façonniers peuvent ne pas avoir l'habitude de travailler avec des novices et ça peut créer des blocages. Toi, tu comprends d'une manière, lui comprend d'une manière et ça peut être bloquant. Et du coup, c'est important de se rapprocher des bonnes personnes. D'accord. Et justement, maintenant que vous êtes immergé dans cet univers de la Nutra, c'est quoi votre vision du marché de la Nutra et de son évolution dans les années qui viennent? La vision que j'ai, ou que l'on a, je pense que tu vas la rejoindre, c'était de rattraper le retard aussi par rapport au marché, le marché de la cosmétique notamment, dans le sourcing, dans la traçabilité. C'est quelque chose à quoi on tient, ça nous tient à cœur, je veux dire. D'avoir vraiment une traçabilité optimale. On peut parler maintenant même de NFT, pour avoir vraiment une traçabilité, de créer des tokens de blockchain qui peuvent vraiment aider justement dans ce sourcing-là. Donc pour moi, l'évolution de ce marché-là à l'horizon 2025, ça va être justement de sortir un peu de cette casquette, de cette vision médicamenteuse du complément alimentaire avec des codes qui sont beaucoup plus fun et beaucoup plus proches des envies du client. Et avoir un sourcing de qualité et une approche éthique de bout en bout dans le produit, que ça soit dans la conception du packaging, des déchets engendrés, de la localité, etc. Donc pour moi, le complément alimentaire va dans ce sens-là et c'est dans l'air du temps. Là, tu évoques la partie environnementale. Exactement. Du complément alimentaire. Donc, c'est une autre facette de l'impact. On a beaucoup parlé de l'impact social. Et du coup, comment vous travaillez sur cette facette environnementale, sur les déchets, sur le packaging, sur le transport? C'est un maximum possible de choisir des matériaux qui sont recyclables, recyclés, du mieux que l'on peut.
Après, c'est vrai que c'est difficile quand on se lance de proposer un produit qui est parfait dès son lancement. Mais le plus important, c'est d'avoir cette démarche éco-responsable où on se dit, voilà, il faut réussir à proposer d'autres formes. Par exemple, nous, aujourd'hui, on propose la boîte Sérénité. On est en train de travailler sur un système de filling avec Doypack qui permet de recharge, d'utiliser moins de plastique. Donc voilà, c'est paradoxal parce que c'est vrai que des fois, on a envie de faire parfaitement du premier coup, mais c'est très difficile. Donc c'est un état d'esprit à garder. C'est marrant parce que c'est une discussion que j'ai eue avec un pharmacien sur Marseille, en entrant dans sa pharmacie, en voyant la boîte en plastique, en disant que c'était criminel d'avoir des boîtes en plastique. Et ce que je disais, c'est que oui, il doit y avoir une conscience qui doit se faire aujourd'hui en France et même partout en Europe. Mais pour nous, comme en petite start-up, par exemple, si on avait fait notre packaging en verre, il y aurait eu un surcoût qui serait onéreux. Est-ce que le client aujourd'hui est prêt à payer ce surcoût? Oui ou non? Le coût du produit est déjà cher, le safran est déjà cher. Donc on essaye de proposer déjà un produit efficace avec un maximum de paramètres dans lesquels on coche les cases, recyclé, recyclable, vegan, sans gluten, etc. Et puis s'il y a un marché, effectivement, avant d'accélérer, avant d'avoir une espèce d'hypercroissance, on va améliorer un maximum et avoir un impact sur l'environnement le plus bas possible. Effectivement. Pour revenir sur votre quotidien de chef d'entreprise, c'est quoi vos journées types et comment surtout vous répartissez les tâches entre associés? Donc nos journées types, généralement, on commence par un call d'équipe ou un call pour essayer de se redonner un peu les objectifs de la journée. Est-ce que vous n'êtes pas forcément au même endroit, c'est ça? Généralement, on travaille ensemble. Après, on est assez flexible. Mais généralement, on travaille ensemble. Donc, même si on travaille ensemble autour d'un café, on se redéfinit avec l'équipe les objectifs de la semaine, etc. Morning motivation. Exactement. Et la manière de se répartir les tâches, c'est beaucoup également. Maintenant, on a appris à se connaître. Avec Nadir, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Et en réalité, il y a des choses que Nadir fait très bien que moi, j'arrive pas à faire, et qu'il y a des choses que moi, je fais très bien que Nadir a plus de mal. Et en réalité, c'est nos forces et nos faiblesses. Et comme on se connaît, on se dispatche. Il y a des choses, Nadir est très bon, c'est lui qui les fait. Il y a des choses, c'est moi qui les fais. C'est de cette manière que ça fonctionne. D'accord. Donc, généralement, après moi, c'est plus la partie opérationnelle, méthode, etc., comme c'est mon background. Et Nadir, il gère plus la partie financière, levée de fonds, échange avec les partenaires, donc sa casquette de CEO. Si vous n'aviez pas entrepris dans ce secteur de la nutrition, ça aurait pu être dans quel autre secteur? T'as le mindset, quand tu as le mindset entrepreneur, tu peux entreprendre dans n'importe quel secteur. Moi, je suis un amoureux de tapis, donc je pense plus tard, après Naali, je pense que j'entreprendrai dans le tapis. D'accord, ok. C'est des choses que l'on aime, donc autant entreprendre dans les choses que l'on aime. Alors ça pourrait être quoi le concept dans les tapis alors? Le concept, il peut être... je peux le dire, moi, le concept. C'est ce concept. Non, en réalité, le but, c'est de pouvoir... on n'est pas là pour parler de tapis, mais si j'en parle un peu, c'est vrai que le tapis, aujourd'hui, c'est une chose qui représente quelque chose qui a beaucoup de valeur, et c'est très dénaturé aujourd'hui. Oui. Donc, redonner sa place au tapis dans la maison. Le vrai tapis artisanal, artistique, on peut dire. C'est un vrai art et c'est un savoir-faire. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Donc, au final, comme ce qu'il a dit Nadir, on peut entreprendre dans n'importe quoi, dans ce que l'on aime. Okay. Le but, c'est d'avoir une boutique, tu pourras venir. D'accord, avec plaisir. Le but, c'est de... Pour un café, lire un livre. Exactement. Ah oui, de vivre une expérience autour du tapis. Exactement. Et le tapis, en réalité, c'est surtout nous, dans la culture afghane, c'est un héritage familial. On hérite les tapis. Et en réalité, toi, tu as le tapis de ton arrière-grand-mère que tu vas donner peut-être à ton enfant, et ça a une vraie place parce que c'est des tapis de qualité. Bien sûr. Qui sont faits et du coup, ça n'a évidemment pas la même valeur ni la même symbolique que le tapis Ikea qui va avoir une espérance de vie de 2 ans et demi. Même si Ikea maintenant commence de plus en plus à intégrer des tapis artisanaux, mais voilà, exactement, tu as compris le concept d'acheter et de changer de décoration toutes les 3, 4, 5 ans. Voilà, c'est un tapis que tu gardes et c'est un patrimoine. Ouais, magnifique. On devient un peu. Et justement, je reboucle sur le e-commerce. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était d'avoir votre vision. Alors, peut-être surtout à toi, Nadir, qui est un ancien d'un petit site de e-commerce. C'est quoi tes conseils aux entrepreneurs qui veulent vendre des produits sur Internet? C'est quoi les trucs à savoir? Alors, c'est complexe, le e-commerce, mais qu'est-ce que vous avez activé, vous, sur votre boutique en ligne? Le tip, ce que je donnerais, pour moi, en tout cas, le plus important, c'est
d'aller sur le terrain pour comprendre sont les consommateurs de nos produits. Sans ça, on ne pourra pas les cibler. Sans ça, on ne va pas pouvoir savoir quels sont leurs intérêts. Et d'autant plus aujourd'hui, donc les coûts d'acquisition ont explosé, plus de 200% depuis la mise à jour de l'iOS. Tu sais, Grégory, il y a une petite guéguerre entre Apple et Facebook. Donc en tant qu'annonceur, on n'a plus accès à certaines données qui nous donnaient les intérêts de nos consommateurs. Au préalable, on dirait il y a quelques années, en 2020, le coût d'acquisition d'un client était à peu près de $20. Aujourd'hui, la première acquisition a coût de plus de $200. Donc si vous n'avez pas les reins solides, ça va être très très compliqué, surtout avec des paniers moyens très très faibles. Donc aujourd'hui, il faut comprendre qui est son consommateur, qu'est-ce qu'il aime regarder, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime et qu'il n'aime pas, et avoir un angle marketing disruptif. Comment je vais aller le chercher ? Il y a une marque qui a très très bien fait ça, que je peux citer, qui s'appelle FitTrack. Tu te souviens, Abderrahmane, FitTrack, c'est une balance connectée. C'est un ami qui a lancé cette marque-là. Il était annonceur pour eux. C'est une balance connectée. Il y a énormément de concurrents. Que ce soit Bank, LG, Samsung font des balances connectées. Et puis sur Amazon, on trouve énormément de marques en private labeling à très 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 bas prix. Et pourtant, il est arrivé dans un marché où il a vendu une balance connectée plus chère que le marché, avec un angle marketing différent. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sorti la balance de la salle de bain et il l'a rentrée dans le lifestyle des gens, en plaçant le produit avec des influenceurs particuliers, en montrant des photos avec la balance de partout sauf dans la salle de bain, et il a pris des parts de marché à Samsung et Bank alors qu'il est sorti de nulle part. En très peu de temps, il a fait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est incroyable, c'est passé d'une boîte qui a rien développé à une boîte de tech qui a débauché certains partenaires de chez Pepsi dans l'IA, dans l'intelligence artificielle, etc., afin d'intégrer, améliorer la balance et en faire vraiment une vraie boîte tech en fait. D'accord. C'est un peu ce que vous voulez faire avec le complément alimentaire, en sortant le complément alimentaire de ce côté médical et en l'emmenant dans quelque chose de beaucoup plus lifestyle. Notre objectif, c'est de sortir le complément alimentaire de l'armoire dans la salle de bain, justement, qui est empoussiérée parce qu'on utilise très peu. C'est de sortir, justement, avoir des belles boîtes. Cette approche holistique qui permet de transporter son complément alimentaire de partout, de ne pas avoir honte de dire que je prends un complément alimentaire. Surtout le stress. La plupart des personnes se mentent à elles-mêmes. En fait, quand on est stressé, on ne veut pas le montrer. Et pourtant, le stress, c'est bon pour la santé, sauf quand il est récurrent. Et puis, c'est une faiblesse, un aveu de faiblesse. Je prends une boîte, on pense au Xanax, par exemple, quand on est en dépression. Je ne vais pas l'afficher, je ne vais pas le poser sur mon bureau au travail. Alors que la boîte Sérénité, on la pose. Et puis, on la fait goûter aux collègues. Regarde, c'est super bon et ça me détend. Tiens, tu veux te détendre. Donc, c'était vraiment ça le principe, c'est de faire sortir justement le complément alimentaire de la salle de bain. D'accord. Vous en consommez tous les deux des compléments alimentaires, à part les vôtres, bien entendu? J'ai consommé, tout à l'heure tu me posais la question, j'ai fait 15 ans de rugby, donc j'ai consommé des compléments alimentaires, mais plutôt par rapport au sport. D'accord. Puis nos compléments alimentaires, on les consomme. J'ai d'abord commencé moi par les infusions de safran, c'est très très bon. Avec quelques pistils de safran, Abderrahmane m'a fait découvrir ça avec un peu de miel le soir et ça permet de se détendre au calme à la maison du coup. Après, on a la chance aussi d'avoir notre propre safran et ça soigne un peu tous les maux le safran aujourd'hui, donc très grand consommateur de safran, que ce soit en cuisine ou bien en infusion ou en complément alimentaire. D'accord. J'avais une question aussi, parce que forcément vous êtes dans un marché qui est innovant, donc il faut être toujours au fait de ce qui sort, des tendances, etc. Comment vous vous maintenez en veille sur le secteur de la nutrition ? Là aussi, est-ce que vous avez des choses à nous recommander, des salons, des newsletters, des sites, voilà. C'est quoi vos sources d'inspiration ? La manière en fait de se maintenir informé de ce qui se passe dans le marché, c'est d'être inscrit au newsletter. Donc il est extrêmement organisé, discipliné. Tous les matins, sa routine après notre call matinal, c'est de lire en fait les newsletters, de lire ses emails justement sur les parutions. Et une fois qu'il trouve quelque chose d'intéressant qui pourrait nous marquer, il les met. En fait, il fait une espèce de PowerPoint dans lesquels il va mettre une review chaque fois qu'il y a une marque qui l'intéresse. Il la met et on fait une review une fois par mois des top marques, des top sorties qui nous intéressent, qui pourraient avoir un intérêt pour notre histoire et notre marque. Et donc par exemple, dans ce que vous avez spoté ces derniers mois dans les marques américaines, c'est quoi des belles marques ? Bloom, ils font des espèces de poudres qui nous ont inspirés pour nos prochains produits. Ils ont un très beau packaging, très beau design. Ça nous a vraiment plu. Après, c'est vrai que c'est plutôt une inspiration américaine que française. Amazon, c'est très simple. Aux États-Unis, c'est une force de frappe qui est juste incroyable. Une vente sur deux sur Internet aux États-Unis est faite sur Amazon. Donc de compléments alimentaires ou tout confondu. D'accord. Au global. Et donc ça montre en fait l'étendue du marché. En fait, en analysant ce qui se fait sur Amazon, on voit ce qui marche et ce qui est aimé en fait. D'accord. Donc c'est notre manière aussi de voir quels sont les produits qui pop-up, quels sont les produits tendances et pourquoi la tendance chute, qu'est-ce qu'il se passe, et on suit énormément sur Amazon.
Bon, ça, c'est une bonne astuce à partager. Du coup, tu regardes les meilleures ventes par catégorie, Exactement. par segment. Oui. Exactement, ouais. Il y a ce qu'on appelle sur Amazon. Amazon, de toute façon, aime bien stimuler la concurrence, c'est leur manière aussi de se rémunérer. C'est d'avoir des vendeurs qui vendent des produits, et puis plus le produit se vend, plus ils ont une commission. Donc forcément, ils affichent ce qu'on appelle le best-seller rank. Voilà. C'est ce classement des ventes. Plus on s'approche de 1, plus le produit se vend. Donc par catégorie. Et donc il suffit de voir en fait ce classement-là et en plus on peut quantifier donc le volume de chiffre d'affaires de chaque personne. Donc c'est cool. Tu as une idée en ce moment de quel est le best-seller en France ou pas? En France, non, j'ai pas forcément d'idée, mais le collagène fonctionne très collagène, bien. toujours, d'accord. Collagène, ça fonctionne extrêmement bien. Collagène marin, quel que soit le collagène sur Amazon, c'est incroyable. Les produits sommeil, un peu moins. Stress, c'est assez stable. En tout cas, le collagène, ça fait fureur. Et forcément, après, il y a des produits saisonniers, produits auto-bronzants, les produits pour se protéger du soleil. Forcément, l'été, c'est ce qui a explosé. Donc on peut espérer que Naali figure dans les best-sellers prochainement. En tout cas, c'est le but et on a une très belle croissance sur Amazon, on est très content. Oui, j'imagine que vous maîtrisez bien les leviers pour activer les ventes sur Amazon comme il faut. Forcément. D'accord, bon bah c'est bien. Ça serait pas drôle sinon. Qu'est-ce qui était impossible et que vous avez quand même réalisé? 10 ans d'études et arrêter un CDI pour travailler, pour se lancer dans sa boîte, déjà ça semble impossible. Donc on l'a fait. Vouloir aider un peuple qui est dans une situation compliquée depuis des décennies et arriver à apporter une petite lueur d'espoir, pour nous ça semblait impossible, on l'a fait. Se lancer dans une aventure entrepreneuriale avec des amis, on nous dit tout, on n'a pas cessé de nous dire avec les amis ça marche jamais, etc. La preuve c'est que ça fait plusieurs années et que ça se passe très bien, donc on l'a fait. Il y a énormément de choses où les gens te mettent des barrières mentales. La réalité, c'est que tu ne le sauras jamais si c'est impossible tant que tu ne l'as pas fait. Oui. Bah, C'était difficile, oui. Mais on l'a fait. C'est vrai que des fois, on pense, quand on peut voir le parcours des entrepreneurs, on peut penser que c'est simple. Mais en réalité, c'est quand tu es dans l'effort, il faut se dire je vais réussir, mais il faut faire l'effort. Là, aujourd'hui, c'est des heures de discussion, c'est des heures de remue-ménage, etc. Mais à la fin, on a quelque chose qui plaît. Oui, c'est pas parce qu'on le fait que c'est facile non plus. Ouais. Et c'est même souvent très difficile. C'est difficile, mais tu vas y arriver. Alors, où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux ou par d'autres moyens? On est très présent sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Instagram, TikTok ou bien LinkedIn. On en parlait tout à l'heure, mais sur TikTok, on vient juste de commencer. On a à peine 1000 abonnés, mais ça prend très très vite. On publie du contenu organique, on montre les coulisses de l'entrepreneuriat où je me filme en train de préparer les commandes ou bien certains événements qui peuvent arriver quand on est entrepreneur, des galères du quotidien ou bien même des succès. Sur LinkedIn, ça va être plutôt des bilans, des signatures de contrats, des ouvertures de comptes. Et donc on partage cela pour donner aussi envie à d'autres personnes de suivre l'aventure et d'encourager justement des jeunes entrepreneurs français avec un beau produit, un très beau concept, à se développer et à être reconnus en France. Et donc là, avec les interactions que vous avez sur vos réseaux sociaux, vous voyez que ça marche bien, qu'il y a des gens qui vous suivent et ça vous permet de concrétiser du business? Ça c'est clair. Par exemple sur le Tour de France, on reçoit des emails, des messages. Sur LinkedIn par exemple, on a eu par Medistore qui nous a contactés, donc on va les rencontrer à leur siège sur Boulogne, ou bien même le roi du matelas qui nous a contactés pour faire un partenariat potentiel. Un co-branding sur le sommeil. C'est logique quand on a du mal à dormir, soit on change de matelas, mais on peut aussi changer de matelas et prendre des produits Naali pour mieux s'endormir. Il y a une ribambelle de partenariats qui sont à la clé pendant ce Tour de France, surtout grâce à notre communication pendant le Tour de France, avec des partenaires potentiels. Donc c'est incroyable, en fait, la puissance des réseaux pour des sociétés comme la nôtre en fait. Et vous disiez vous étiez sur TikTok depuis peu, ça marche bien? Franchement, TikTok c'est un réseau social incroyable, je pense que c'est le réseau social de demain. Avec l'augmentation des coûts d'acquisition de trafic, TikTok permet d'avoir une viralité et du trafic organique qui est juste incroyable. Aujourd'hui, il faut compenser justement l'augmentation du coût d'acquisition avec du trafic organique. Il faut savoir aller le chercher. Merci à tous les deux. Merci à ceux qui nous écoutent de nous avoir suivis jusqu'ici. Je donne juste quelques détails avant de vous quitter. Pour retrouver toutes les infos sur le podcast et sur cet épisode, ça se passe sur le média Culture Nutrition, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio, Spotify, Apple Podcast, Deezer et les autres. Et d'ailleurs, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à votre communauté et à mettre beaucoup d'étoiles, notamment sur Apple Podcast. Ça compte beaucoup pour qu'on puisse faire connaître Culture Nutrition, le podcast. Du coup, je vous dis à très vite pour de nouvelles conversations avec des entrepreneurs de la nutrition. Bonne journée, bonne semaine.